Voilà des propos qui marquent une étape dans le parcours ministériel de Nicolas Hulot à la transition écologique. Son annonce que l'échéance des 50% d'énergie nucléaire ne sera pas tenue en 2025. Rappelons que la loi de transition énergétique, promulguée par Ségolène Royal en 2015, prévoyait de réduire à 50% contre 72% aujourd'hui la part de l'atome dans la production électrique française. Inattendu de la part d'un ministre qui s'était signalé cet été par l'annonce très volontariste de fermeture de réacteurs nucléaires et qui semble découvrir, en s'appuyant sur le bilan prévisionnel de RTE, que cela provoquera un recours accru aux énergies carbonées. La suite après cette publicité. Mais Monsieur Hulot veut-il sauver le climat ou simplement épargner le lobby nucléaire français? Faut-il y voir un signe de pragmatisme ou bien une reculade? Deux experts nous confient leur analyse. Réaliste, il a accepté de mettre une hiérarchie au problème, le réchauffement climatique avant le nucléaire. Jean-Marc Jancovici, associé fondateur de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé sur les questions de transition énergétique. Je tiens à dire d'abord que Nicolas Hulot a été extrêmement courageux sur ce dossier, car il a dit une chose à laquelle il croit sincèrement, en sachant pourtant très bien que cela allait froisser une large partie de son écosystème historique. Il a accepté de mettre une hiérarchie au problème, chose que nombre d'ONG environnementales n'acceptent pas de faire. Pour lui, une éventuelle baisse à court terme de l'énergie nucléaire ne peut pas se faire si elle handicape la lutte contre le changement climatique. Cela rejoint ce qui ressort des analyses de risque. 5 ou 6 degrés de plus sur notre planète, c'est potentiellement la guerre partout. Les dangers du nucléaire civil ne sont à l'évidence pas de cet ordre. Pourquoi est-il irréaliste de penser que les énergies renouvelables vont pouvoir se substituer à la fois aux énergies fossiles et au nucléaire? D'abord pour des raisons d'investissement. Jay fait le calcul ici. En termes d'investissement, l'éolien avec stockage est 6 à 7 fois plus cher et le photovoltaïque presque 12 fois même en incluant le coût du démantèlement des centrales. Dans un monde idéal, ce serait peut-être possible, mais pas dans le nôtre. Ensuite, parce que les énergies solaires et éoliennes ne sont pas pilotables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas disponibles à la demande, mais seulement quand le soleil brille ou quand le vent souffle. Nos économies stables, organisées comme elles le sont, peuvent-elles se permettre que le train de 7 heures ne démarre que s'il y a du soleil ou du vent? Pouvez-vous patienter quelques heures pour prendre votre douche ou consulter vos mails physiquement? C'est possible, mais cela aurait des conséquences sociales et économiques majeures. Si, demain, le gouvernement devait provoquer une insécurité d'approvisionnement, on verrait immédiatement la conséquence sur le PIB. Que nous montre l'exemple allemand que l'essor des énergies renouvelables n'a pas du tout fait baisser la capacité installée totale des centrales pilotables charbon, gaz, nucléaire, hydraulique. La production des 95 gigawatts de puissance installée solaire et éolienne est venue grignoter la part de production nucléaire, mais il y a toujours la même puissance en centrale classique avec un peu moins de nucléaire et un peu plus de gaz. Ces dernières vont juste diminuer ou arrêter leur production quand il y a du vent ou du soleil. Elles tournent en sous ce régime, NDLR. Pourquoi? Toujours pour la même raison, parce que nos économies ont besoin d'une électricité garantie, ce qui oblige à garder l'ancien système par sécurité. Défaitiste 2025 est une échéance tenable. Stéphane Châtelain, directeur de Négawatt, ONG qui planche sur les scénarios d'une transition énergétique verte. Le scénario de réduction à 50% dès 2025 est parfaitement tenable. Et je crois que Nicolas Hulot aurait été bien inspiré de dire d'accord, ce ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour y parvenir. Rien ou presque n'ayant été accompli depuis la loi de transition énergétique de Ségolène Royal, cela signifie que beaucoup de choses restent possibles. Je vois un mauvais signal, défaitiste, dans les annonces du ministre, car elles ne sont pas accompagnées d'un plan qui permettrait, justement, d'engager l'action. Imaginons qu'il faille, comme l'écrit RTE dans son bilan prévisionnel, recourir davantage aux centrales thermiques pour pallier la fermeture de quelques réacteurs. Cela augmenterait effectivement légèrement les rejets gaz à effet de serre. On parle d'une hausse de 2% pendant quelques années. Mais cette hausse est parfaitement compensable par une politique ambitieuse. Oui, on peut réduire significativement les rejets des transports en encourageant des politiques publiques alternatives à la voiture individuelle.
Oui, on peut établir un plan de rénovation des bâtiments bien plus ambitieux. Surtout, il faudrait aller beaucoup plus loin aussi que le scénario de RTE en matière de développement des énergies renouvelables. On feint de croire que la solution la plus simple est de prolonger la durée de vie de nos réacteurs au-delà des 40 ans. Mais qui a dit que cette solution était économiquement viable et sans risque quand on voit les difficultés qu'EDF rencontre avec son chantier de l'EPR, les problèmes de sûreté des installations, quand on sait combien cette entreprise est surendettée, rien n'indique qu'elle soit en capacité, sur le plan industriel et financier, de prolonger ses réacteurs. Arnaud Gonzague